Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire qui porte sur le bilan de la stratégie de la gestion des flux touristiques. On décide de commencer à l'heure parce que voilà, l'ordre du jour du webinaire est très dense et on a quelques intervenants aussi. Voilà, donc, on aimerait que vous puissiez profiter de toutes ces présentations. Alors, ce webinaire a vraiment deux objectifs. On vous présentera un bilan donc, de la stratégie nationale sur la gestion des flux touristiques. Et l'idée, c'est aussi de réfléchir collectivement à de nouvelles mesures pour voilà, dépasser la stratégie telle qu'elle a été publiée en 2023. Donc, pour rappel, donc, cette stratégie nationale sur la gestion des flux touristiques a été annoncée par la ministre en charge du tourisme de l'époque en juin 2023. C'est issu d'un long travail de concertation. C'est des travaux qu'on a menés en copilotage avec le réseau des grands sites de France. Et on a consulté de nombreux acteurs, donc des ministères, des opérateurs de l'État, des élus locaux, mais aussi beaucoup d'acteurs du tourisme, des fédérations professionnelles, des entreprises du tourisme, et également le monde académique et des chercheurs. Donc pour rappel, la stratégie nationale avait 4 axes que vous voyez à l'écran, je ne les redétaille pas à ce stade. Et donc l'idée, c'est que ce webinaire va se dérouler en 2 temps. Il va y avoir un premier temps où on va donc regarder les 4 axes de la stratégie. On va revoir les actions qui étaient dans chacun de ces axes. On va vous présenter le bilan. Et ensuite, pour chaque mesure, ou une grande majorité des mesures, on a déjà réfléchi à des mesures nouvelles, en fait, pour dépasser, aller un peu plus loin. Et on va vous demander de réagir sur ces propositions de nouvelles mesures. Et ça sera aussi l'occasion pour vous de contribuer, d'avoir aussi partager des nouvelles idées. Alors, sur les mesures de la stratégie, vous le verrez, mais quand on présentera le bilan, il y en a quelques-unes qui n'ont pas pu être déployées, soit pour des raisons opérationnelles, techniques, soit pour des raisons d'opportunité aussi, parce qu'on s'est rendu compte que c'était plus forcément, en reconsultant des acteurs, que c'était plus forcément opportun. Mais il y avait aussi des questions budgétaires qui ont fait qu'on n'a pas pu déployer certaines mesures. Mais ça, vous le verrez à l'écran. Donc, vous les verrez à l'écran, on ne va pas s'apesantir dessus, parce que sinon, ça va nous faire prendre du temps sur ce webinaire. Et c'est pas. L'idée, c'est vraiment de réfléchir sur des choses nouvelles, donc c'est pas intéressant. Il va passer trop de temps. Mais par contre, vous pourrez réagir dessus dans le chat. Vous pourrez aussi me questionner par mail. Voilà, vous avez tous le contact de l'équipe tourisme durable. Et puis, l'idée, c'est que nous, on ait un dossier bilan qui sera écrit, qui sera préparé, et on reparlera de ces mesures qui n'ont pas pu être déployées. Voilà. Le deuxième temps du webinaire, on va travailler collectivement à des nouvelles mesures. Et donc, là, c'est plutôt dans le sens où on essaye de dépasser les 4 axes de la stratégie nationale et de se dire, OK, la stratégie nationale, elle avait pour but, on va dire, d'accompagner des collectivités, des gestionnaires de sites touristiques à mieux gérer ses flux sur son site. Bah là, on va essayer de réfléchir et d'aller un peu plus loin que ces 4 axes de la stratégie. Pareil, il y aura des questions, des questions un peu de débat, et on vous invitera à y réagir dans un outil spécifique. On vous expliquera au fur et à mesure comment agir. Voilà, toutes les propositions que vous ferez, on va les analyser, regarder la faisabilité des mesures. Celles qui seront opportunes et faisables opérationnellement, on les portera à la validation du ministre en charge du tourisme.
Autre point que je tenais à souligner, c'est que nous n'avons pas de budget, spécifique, contrairement à la à la stratégie de juin 2023. On n'aura pas de budget, dédié à ce stade. Donc il faut essayer de, voilà, de réfléchir plutôt à des mesures, non financières. Donc voilà, ça peut être des actions de partenariat, de sensibilisation, une création d'outils, qu'on peut faire, on va dire avec, des moyens internes, en fait. Voilà. Voilà pour l'introduction. Voilà, Pauline, est la chef d'orchestre de tout le webinaire, de cet après-midi et on espère, que, voilà, vous pourrez y contribuer. N'hésitez pas, donc avec toutes vos idées. Il n'y a pas de mauvaises idées, donc ne vous censurez pas. L'idée, c'est vraiment que ça soit un travail aussi collectif. Ce n'est pas qu'un webinaire descendant. On attend aussi, voilà, des propositions de votre côté. Pauline, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Hélène. Juste, je vais ajouter un petit point plutôt technique. Si vous avez des difficultés, plus voilà, concernant le son, les modalités vraiment logistiques de ce webinaire, vous pouvez utiliser donc des chats, donc, dans lequel je vois que de nombreuses personnes sont en train voilà, de se connecter et de dire bonjour. Et si vous avez des questions plus sur le fond, davantage qui portent sur le fond du webinaire, je vous invite à utiliser l'onglet qui est juste à côté qui s'appelle Questions. Nous, ça nous permettra de voilà, directement identifier les questions qui porteront sur le fond et de pouvoir tenter d'y répondre dans le cadre du webinaire ou à l'issue par retour de mail si nous n'avons pas le temps d'y répondre dans ce cadre-là. Donc, je vous propose de passer donc, à la partie 1 de ce webinaire qui consiste à faire le bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Donc, nous avons rebalayé les 4 axes de la stratégie, à commencer par le premier axe qui avait pour objectif de diffuser une compréhension commune de la gestion des flux touristiques. Donc là, l'idée était vraiment de développer des outils pour accompagner une meilleure compréhension de notions telles que, sur lesquelles on s'était questionné, telles que surtourisme, surfréquentation, gestion des flux. Donc ça nous avait notamment amené à utiliser la terminologie de gestion des flux touristiques. Et donc, c'était vraiment l'objectif de cet axe, parce qu'en 2023, au niveau national, on se saisissait de cette question-là. Donc, sur les 4 mesures qui avaient été prévues dans le cadre de cet axe, 3 ont été déployées, pardon, et je vais revenir mesure par mesure sur chacune d'entre elles. La première mesure avait pour objectif de créer une plateforme numérique de partage des ressources. C'est une mesure qui a été portée par Atout France dans le cadre d'un travail plus global, puisque en juin 2024, Atout France a lancé la plateforme France Tourisme Durable. On va vous mettre le lien dans le chat. Et donc, c'était une plateforme qui visait à mettre à disposition des acteurs du tourisme un catalogue de ressources utiles pour les orienter, notamment dans leur démarche liée au tourisme durable, et faciliter l'accès à une documentation fiable sur le sujet. Concernant la gestion des flux touristiques, cette mesure, donc, elle avait pour objectif de vraiment venir mettre à disposition des acteurs de la documentation, des expérimentations, des bonnes pratiques sur cette thématique de gestion des flux. Et c'est la raison pour laquelle, en lien avec Atout France, on a créé un onglet spécifique sur la gestion des flux touristiques qui viennent référencer de l'information dédiée à cette thématique. Donc aujourd'hui, on a environ 150 ressources qui viennent traiter spécifiquement ou principalement de la gestion des flux touristiques sur la plateforme France Tourisme Durable, sur les 539 ressources disponibles au total. Ces ressources, elles sont mises à jour mensuellement, donc n'hésitez pas à vous retourner vers Atout France si vous avez connaissance de nouvelles documentations, si vous avez lancé des expérimentations qui pourraient venir alimenter cette plateforme et inspirer d'autres territoires ou d'autres acteurs. Et c'est une plateforme où il y a de nombreuses connexions parce que depuis son lancement, donc en juin 2024, il y a eu environ 15 000 sessions d'enregistrées.
dont 3 500 environ visionnages de la carte tourisme durable que vous voyez à l'écran sur votre gauche et plus de 500 clics sur la page dédiée à la gestion des flux touristiques. Donc voilà, je pense que vous avez le lien dans le chat sur cette première mesure de l'axe 1 de la stratégie de gestion des flux. Ensuite, la deuxième mesure de cet axe avait pour objectif de publier un guide pratique relatif à la gestion des flux touristiques. Donc, c'est une mesure qui a été déployée et l'objectif, c'était de permettre une compréhension partagée du phénomène de pic de fréquentation, encore une fois, une meilleure connaissance des bonnes pratiques au niveau local et de fait d'orienter les acteurs vers les bons outils et les interlocuteurs appropriés qui souhaitaient s'investir sur cette thématique de la gestion des flux touristiques. Donc, du coup, en août 2024, la Direction générale des entreprises a publié un guide, un vade-mecum, sur cette thématique de la gestion des flux touristiques qui avait été conçu avec plusieurs acteurs et donc qui vise à accompagner les territoires dans une construction d'une stratégie durable de gestion des flux. Dans le cadre de ce guide, les acteurs peuvent suivre un parcours en 3 étapes avec l'évaluation de leur situation avec un petit jeu que vous voyez à l'écran sur le principe du jeu de loi. Ensuite, connaître les leviers d'action à leur disposition dans le cadre qui sont mis à disposition en parcourant ce guide. Et enfin, dans un troisième temps, ils peuvent identifier des interlocuteurs potentiels à solliciter ou associer dans le cadre de la construction de leur stratégie. Donc, on a bien conscience au niveau national que chaque région a ses spécificités propres. Et donc, du coup, il s'agit avant tout d'un recueil de clés de compréhension et de bonnes pratiques qui ont été identifiées sur le territoire, qui peuvent être utilisées comme une source d'inspiration par les acteurs du tourisme. Évidemment, à aucun moment, ce guide se veut prescriptif et exhaustif sur cette thématique de la gestion des flux. En termes de chiffres, au 31 décembre 2025, donc depuis sa mise en ligne sur le site de la DGE, donc en août 2024, ce vade-mecum avait fait l'objet de 1500 téléchargements. Également, vous avez le lien dans le chat pour aller le consulter pour les personnes qui ne l'auraient pas encore consulté ou pour en faire la promotion au sein de vos réseaux respectifs. Sur la troisième mesure de ce premier axe, il s'agissait de mettre en place un réseau des ambassadeurs. C'est une mesure qui n'a finalement pas été déployée pour des raisons de mise en œuvre technique. Et finalement, on s'est appuyé, et je pense qu'il y a des représentants de Connecté des comités régionaux du tourisme pour venir diffuser tous les outils et les informations sur la thématique de la gestion des flux directement à ce niveau-là. Ensuite, la dernière mesure de cet axe avait pour objet d'insérer la notion de gestion des flux dans les labels. Donc, c'est une mesure qui a été déployée, mais qui est à poursuivre, puisque la révision des référencements de labels arrive au fil de l'eau, et donc c'est à nous d'être force de proposition pour l'intégration de nouveaux critères. À savoir toutefois que nous avons ajouté des critères en lien avec la gestion des flux dans le cadre de la révision des référentiels du label Destination d'excellence qui est géré par Atout France, et qu'à ce jour, des modifications de critères dans le cadre de la révision des référentiels du label Clé verte sont actuellement à l'étude. Et également, s'agissant de l'écolabel européen, mais alors ça, je vais y revenir dans les pistes de nouvelles actions. Voilà, du coup, j'en ai fini avec la présentation des 4 mesures que constituait le premier axe de la stratégie de gestion des flux touristiques. On propose des pistes de nouvelles actions. Tout en sachant que pour cet axe-là, comme je le disais un peu en propos introductif, l'idée c'était un peu de dégrossir les notions et de porter à connaissance
les enjeux et les définitions autour de la gestion des flux touristiques. Et on estime que c'est un sujet qui a été porté, en tout cas au niveau national, qui était déjà connu au niveau plus local, et que cette taxe, il n'a pas forcément vocation à comporter réellement de nouvelles propositions, de nouvelles mesures, en tout cas selon nous. Donc après, on va vous laisser un petit temps pour pouvoir réagir, puisque voilà, cet objectif de porter à connaissance et de porter une compréhension collective et commune de la gestion des flux a atteint son objectif. Toutefois, il nous paraît important voilà, de quand même proposer de nouvelles actions dans la poursuite de la promotion et la mise à jour des outils que je viens de vous présenter, et de poursuivre l'insertion de nouveaux critères, enfin en tout cas de proposer l'insertion de nouveaux critères dans le cadre de la révision des labels, et notamment de l'écolabel européen des hébergements touristiques, révision qui a commencé en janvier 2026 et pour lequel nous avons proposé notamment d'inclure des critères sur cette thématique de gestion des flux afin que les hébergeurs touristiques se saisissent aussi de cette question-là. Donc là, je vais vous proposer un temps de réflexion, voilà, de réaction, qui va vous être proposé à l'issue de la présentation des mesures de chaque axe, donc à 4 moments tout au long de ce webinaire. L'idée, ça va être de vous faire réagir sur les nouvelles actions que l'on propose, donc comme Hélène le disait en propos introductif. Et pour ce faire, nous avons créé un petit travail, un petit espace d'échange. Je vais vous mettre le lien dans l'onglet chat. Hop. Donc, c'est l'outil Padlet. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien que je viens de vous mettre dans le chat. L'idée, c'est que vous puissiez, je vais partager mon écran. Voilà, alors normalement, vous allez voir mon écran. Alors, l'idée, c'est pour, dans le cadre de chaque axe, de vous faire réagir sur les nouvelles mesures que nous proposons. Donc, plusieurs options pour cela. Soit vous pouvez réagir directement sur l'emoji, voilà, en cliquant sur voilà, celui qui correspond le plus par rapport à ce que l'on propose. Soit vous pouvez commenter dans l'espace ajouter un commentaire en écrivant directement votre réaction par rapport à la nouvelle mesure ou aux nouvelles mesures qui sont proposées. Ou alors, vous pouvez cliquer sur le plus, donc c'est la case qui apparaît directement sous axe 1, compréhension commune, pour réaliser une proposition de nouvelles mesures. On pourra aller plus loin ou pour simplement réagir, par exemple, à ce qui vient d'être présenté. Vous allez avoir une fenêtre pop-up qui va s'ouvrir lors de la publication de vos premiers commentaires ou lorsque vous allez vouloir liker, par exemple, pour la première fois ou ajouter voilà, un nouveau post-it, avec un petit message. Une dernière chose, comment devons-nous vous appeler? Donc là, si vous pouviez, donc soit vous pouvez rester anonyme, ou soit pour nous, ce sera le mieux pour traiter derrière voilà, les propositions que vous allez faire tout au long de ce webinaire, d'indiquer le nom de votre structure. Comme ça, ça nous facilitera le traitement et puis on pourra éventuellement revenir vers vous si nous avons des questions complémentaires par rapport à ce que vous pourriez proposer. Voilà, donc là, je vais vous laisser quelques minutes. N'hésitez pas, si vous avez des questions un peu techniques, à les poser dans le cadre du chat. Et là, je vous invite pendant quelques minutes à vraiment vous focaliser sur l'axe 1, donc soit en ajoutant un nouveau post-it, soit en commentant la proposition qui est déjà rédigée à l'écran, soit en likant, voilà, ou sinon, voilà, vous pouvez aussi décider de ne pas réagir si vous n'avez pas forcément de réaction. Et on vous laissera un temps ultérieurement pour traiter de l'axe 2, l'axe 3 et l'axe 4 que nous allons vous présenter dans quelques minutes. Voilà.
Je vois que des personnes commentent déjà les axes, les propositions des axes 2, 3 et 4. On reviendra dessus ultérieurement. Il y aura une présentation donc, qui vous permettra qui viendra expliquer davantage les propositions qui sont faites dans le cadre de cet axe. Voilà, si vous voulez compléter plutôt pour cette partie, l'axe 1, donc sur la compréhension commune de ces notions de flux touristique, sachant que voilà, vous avez encore 1 ou 2 minutes pour compléter. Et après, on va reprendre tranquillement le déroulé du webinaire pour pouvoir poursuivre et vous présenter les mesures qui ont été portées dans le cadre de l'axe 2. Si vous voulez encore jusqu'à 14h54 réagir sur ce premier axe. Merci beaucoup pour vos contributions. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment de venir ensuite traiter tous les post-it qui auront pu être déposés, toutes les réactions que vous aurez pu avoir, et de venir compléter les idées que l'on a et les proposer au ministre du Tourisme pour ensuite qu'il y ait un nouveau portage, une nouvelle dynamique qui soit impulsée sur cette thématique de gestion des flux touristiques. Je vous propose de passer à la présentation de l'axe 2 de cette stratégie de gestion des flux touristiques, qui avait pour objectif de sensibiliser les acteurs et les usagers en matière de gestion des flux touristiques. Donc, l'idée dans le cadre de cet axe était de permettre la prise de conscience de chacun et faire en sorte que l'expérience touristique soit améliorée et que les mesures prises au niveau local soient comprises et que le tourisme soit acceptable et accepté. C'est un axe qui comportait 5 mesures que vous voyez à l'écran, et sur les 5 mesures, 4 ont été déployées dans le cadre de la stratégie. Donc, comme pour le premier axe, on va revenir en détail sur chaque mesure. Et la première mesure de cet axe était de lancer une campagne de communication nationale sur cette thématique de la gestion des flux touristiques. C'est une mesure qui a été portée à la fois par Atout France et par la Direction générale des entreprises. Donc, donc l'objectif, c'était de venir sensibiliser la clientèle touristique aux enjeux d'une meilleure répartition des flux et également en profiter pour les sensibiliser aux pratiques éco-responsables. Dans ce cadre, 2 campagnes ont été lancées. La première a été portée par Atout France et a été lancée à l'été 2024.
en partenariat. Voilà, vous avez la petite vidéo qui s'affiche dans le chat. Elle avait été réalisée en partenariat, donc vous avez dû le reconnaître, avec Jamie Gourmaud et également Evan Adelinet. Et cette campagne, pour laquelle vous avez le lien dans YouTube dans le chat, elle avait pour objectif d'encourager les touristes à adopter des comportements responsables et durables pendant leur voyage. Donc, différents contenus ont pu être diffusés, notamment donc, cette vidéo YouTube de 11 minutes, ainsi que des vidéos courtes sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn ou TikTok. Et elle a été particulièrement impactante puisque, tout cumulé, on était à 2,4 millions de vues, tous réseaux et formats confondus, donc ce qui est très intéressant pour voilà, une campagne grand public. Ça, c'était la première donc, campagne qui a été lancée dans le cadre de cette mesure 1 de l'axe 2. Et au printemps 2025, une seconde campagne a été lancée, cette fois par la Direction générale des entreprises. Et je vais laisser la parole à Théoxane Géma, donc, qui est chef de projet communication au bureau de la communication de la DGE et qui a piloté le déploiement de cette campagne. Merci Pauline, bonjour à tous. Du coup, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui les actions qu'on a pu mener dans cette campagne de communication. Donc déjà, peut-être, je vais commencer par un rappel des objectifs et des cibles. On s'adressait à 2 cibles, à la fois le grand public, dans un objectif de sensibilisation, et également des créateurs de contenu, dans un objectif à la fois de changement de leurs pratiques et aussi dans leur rôle de prescripteur. On voulait les sensibiliser pour qu'ils sensibilisent à leur tour. Et donc, nos 2 objectifs étaient un volet sensibilisation et puis plus concrètement, on voulait inciter un changement des comportements en faveur d'un tourisme plus durable. Pour ce faire, on avait une grosse contrainte qui était l'absence de budget. On avait des moyens humains au sein du ministère, notamment de la création graphique ou des moyens vidéo, mais on n'avait aucune possibilité de faire de l'achat d'espace ou du contenu paid. Donc, c'était un petit peu limitant quand on veut toucher le grand public. Et une seconde contrainte qui était calendaire. On avait un calendrier assez serré puisque le projet de campagne, on a commencé à travailler dessus mi-mars pour une campagne de mai à juin. Donc, c'était assez court comme délai, mais on voulait vraiment avoir ce créneau avant l'été qui était pour nous le meilleur moment pour prendre la parole sur le sujet tourisme durable. Donc, au regard, merci, de l'absence de budget, on a choisi de miser sur la communication intermédiaire. La communication intermédiaire, c'est quand on fait passer notre message, nous, gouvernement, nous, ministères, à travers des relais. Ça peut être des entreprises, des créateurs de contenu, des relais institutionnels. Donc là, je vous ai mis à peu près les chiffres de la campagne. On a contacté 7 entreprises et il y a 3 entreprises qui se sont portées volontaires pour être partenaires et relayer nos messages. Donc, certaines entreprises ont même pu fournir des dotations qui nous ont permis de soutenir la campagne et d'aller plus loin, notamment en faisant appel aux créateurs de contenu qui se sont portés volontaires pour participer. Donc, il y avait Ben Expédition Zéro et Globetrotter, Benjamin Martini alias Tolt. Donc, ces 2 créateurs de contenu ont travaillé de manière gracieuse pour nous, grâce aux dotations qui étaient fournies par les 3 entreprises partenaires, Gringo, Getaround et SNCF Connect. On a également, alors j'ai appelé ça des médias, mais c'est des collectifs de personnalités qui se sont aussi engagés dans la campagne, Ourail et Itinéraire Bis, qui ont relayé, qui ont mené plusieurs actions pour porter nos actions. Et enfin, notre réseau de relais institutionnels qui a permis de donner aussi plus de visibilité à la campagne et au message. Donc voilà un petit peu toutes les parties prenantes de cette communication intermédiaire. Et ensuite, donc nous, on a commencé par travailler sur des visuels, des assets pour porter cette campagne, pour incarner la campagne. Donc, vous avez le visuel principal qui est au milieu sur le communiqué de presse avec la baseline « En voyage, marquons les esprits, pas la planète ». Donc, cette baseline a été déclinée sur tous nos supports. On a aussi travaillé une infographie un peu plus complète qui est sur la gauche, qui aborde un petit peu tous les sujets du voyage durable. Et puis, on a réalisé une vidéo au sein du ministère avec Benjamin Martini, donc alias Tolt, qui est en haut à droite, qui est disponible sur YouTube et qui présente tous les enjeux du tourisme durable. Donc, on a créé cette identité-là.
Et ensuite, on l'a proposé à nos partenaires. Et ça, c'est la slide suivante, où vous avez toutes les déclinaisons qui ont été faites par les partenaires. Donc, en haut à droite, vous avez Gringo qui s'est vraiment approprié complètement la campagne dans l'esprit des stations de métro, prochain arrêt France. Ensuite, on a Gatorand qui a aussi décliné la campagne. À gauche, vous avez les publications qui ont été faites en cross-post par Benjamin Ben Expédition Zéro. Notamment sa vidéo, je vais vous poster le lien si vous voulez aller voir la petite vidéo qu'il a faite sur Instagram. Donc tout ça, c'était des partenariats gracieux qui nous ont permis de donner de la visibilité et d'amplifier tout simplement nos messages. Donc comme je vous le disais, on a fait une campagne essentiellement web, digitale, puisqu'on avait peu de moyens. On a misé principalement sur LinkedIn et Instagram. LinkedIn, tout simplement parce qu'on avait une grosse communauté dessus et qu'on avait aussi beaucoup de partenaires institutionnels qui étaient présents. Donc, on a naturellement eu davantage de visibilité. Et ensuite, on a aussi privilégié Instagram, puisqu'on sait que c'est un réseau qui est prescripteur sur les sujets de tourisme et qui mise beaucoup aussi sur le visuel, sur la beauté des paysages et des visuels. Donc, qui nous a aussi, qui a été un des principaux canaux de la campagne. Donc, cette campagne, elle s'est faite en organique avec des posts réseaux sociaux de chaque partenaire, des cross-posts qui ont été amplifiés via des jeux concours aussi. Donc là, il y a un exemple du jeu concours qui a été fait avec Ben Expédition Zéro, qui a eu 59 000 impressions, 3,9 000 engagements, 3 900 engagements, et qui a permis de vraiment relayer largement. On demandait aux personnes de taguer quelqu'un de leur entourage dans la campagne et puis de suivre tous les partenaires de la campagne. Et au total, quand on cumule tous les posts qu'on a faits et ceux de nos partenaires, on est à plus de 150 000 impressions cumulées pour une campagne qui est sans achat d'espace. C'est quand même des chiffres qui commencent à être intéressants. Donc voilà pour le volet bilan et sensibilisation. Et après, on a voulu aller au-delà en parlant aussi, comme je le disais, aux créateurs de contenu pour leur rôle de prescripteur. Là, je veux pas marcher trop sur ce que va vous dire ensuite Magali Jalad de la RPP, mais juste vous dire qu'on a intégré un module tourisme durable au certificat dont elle vous parlera. Et puis, on est intervenu aussi rapidement à un des ateliers de la RPP pour sensibiliser des créateurs de contenu. Je vous ai mis également quelques petits retours qu'on avait sur la campagne. On a eu des retours très positifs, que ce soit des personnes qui se sentaient inspirées par les alternatives qu'on proposait, des personnes aussi qui étaient intéressées par justement les nouveaux imaginaires et la nouvelle vision du tourisme qu'on essayait de donner. On avait aussi beaucoup de personnes qui se sentaient flattées dans leur ancrage local et dans les beautés des paysages et du patrimoine qui sont autour de chez eux. Donc voilà, les retours étaient vraiment très positifs et on a eu beaucoup d'engagement, d'interaction avec le grand public. C'était ce qu'on voulait. Et en conclusion, je vous ai mis le QR code qui vous permettra d'aller voir la page d'atterrissage de la campagne, donc sur le site de la DGE. Avec un petit peu toutes les actions qu'on a menées et aussi tous les leviers, mais que vous connaissez certainement pour encourager le tourisme durable. Voilà pour la présentation du bilan de la campagne. Merci beaucoup Théoxane. Donc voilà pour cette première mesure de l'axe 2, donc, qui avait pour objectif la sensibilisation donc, sur cette question de la gestion des flux touristiques. Passons maintenant à la deuxième mesure de cet axe de sensibilisation qui avait pour objectif de travailler avec les influenceurs spécialisés dans la promotion de destinations touristiques. Dans ce cadre, 2 axes de travail avaient été dégagés, avec un premier axe de travail qui avait pour objectif de sensibiliser les influenceurs sur les conséquences de leur communication en termes de surfréquentation touristique, et un deuxième axe qui avait pour objectif de les inviter à sensibiliser leur communauté et plus largement la clientèle touristique aux impacts du tourisme et à diffuser des éco-gestes. Donc, c'est une mesure qui a été portée à la fois par la Direction générale des entreprises, mais en collaboration avec l'autorité de régulation
professionnelle de la publicité. Et donc, je vais inviter Magali Jalad, directrice des affaires publiques et juridiques à la RPP, à monter sur scène et donc à venir présenter le travail qui a été mené de concert. Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir convié l'autorité de régulation professionnelle de la publicité donc à ce bilan de la stratégie nationale relative à la gestion des flux touristiques. Donc je vous présenterai bien sûr la contribution de l'ARP à la mesure 2 de l'axe 2, mais peut-être en introduction quelques mots sur la RPP ou l'ARP, hein, c'est comme vous voulez. Particulièrement donc pour vous dire que c'est la seule autorité de régulation professionnelle de la publicité en France qui a été créée il y a plus de 90 ans, qui est présidée statutairement par une autre personnalité indépendante et qui comprend tous les acteurs du métier de la publicité, donc les annonceurs, les agences et tous les médias et supports publicitaires, mais également avec un conseil d'administration qui comprend les représentants de la société civile, dont statutairement des représentants des associations de consommateurs environnementales et sociétales, nommés par leur ministère de rattachement, puisque ce sont des personnalités issues d'une instance associée à l'ARP, qui est le Conseil paritaire de la publicité, et que la nomination est réalisée par les ministères concernés. Donc, la mission, l'équipe opérationnelle de l'ARP, c'est essentiellement des juristes, hein, nous sommes 27 permanents, mais la mission statutaire de l'ARP, qui depuis l'origine, est de mener toute action en faveur d'une publicité loyale, véridique, saine, dans l'intérêt des professionnels et naturellement des consommateurs et du public en général, avec cette mise en place d'un dispositif complet de régulation professionnelle concerté avec la société civile, qui s'appuie pour son fonctionnement sur 3 instances associées, que sont donc le Conseil de l'éthique publicitaire, le Conseil paritaire de la publicité et le jury de déontologie publicitaire, eux-mêmes présidés par des personnalités totalement indépendantes de la profession. Pour poursuivre sur la régulation professionnelle de la publicité telle qu'elle est portée par l'ARP en France, elle commence toujours par l'élaboration de règles par les acteurs de la publicité eux-mêmes, puisque c'est comme ça qu'évidemment, ils acceptent de respecter les règles qu'ils ont eux-mêmes écrites, mais toujours en concertation avec la société civile dans le cadre justement du Conseil paritaire de la publicité. Donc, ces règles sont réunies dans le code de l'ARP des recommandations de la publicité. La régulation professionnelle, elle se poursuit bien sûr par de la formation et de la pédagogie pour garantir un niveau élevé de sensibilisation aux règles, avec des ateliers de formation pour les annonceurs, pour les agences et pour tous les supports de diffusion, et une formation spécifique, donc exclusivement réservée aux influenceurs, qui est le certificat de l'influence commerciale responsable, qui leur est dédié. Et puis, cette régulation professionnelle, elle se prolonge avec le suivi de la bonne application des règles. C'est le travail quotidien de l'ARP, hein, le rôle préventif de délivrer des conseils avant diffusion et accompagner donc les acteurs sur la conformité légale et déontologique de leur publicité. Pour la prédiffusion, on réalise des bilans d'application des recommandations, mais également des observatoires, dont l'Observatoire de l'influence responsable. Et aux côtés de ce travail de l'ARP, il y a la mission du jury de déontologie publicitaire, donc une des instances associées, qui est composée de personnalités indépendantes de la profession et des associations, présidée et vice-présidée par des magistrats, et qui va traiter de toutes les plaintes qui lui sont adressées, donc par des personnes physiques ou morales, au regard des règles du code de l'ARP, puisque évidemment, ne traite pas des sujets qui seraient couverts par des magistrats ou encore des autorités au regard de règles législatives ou réglementaires. Donc, pour la contribution de l'ARP à la mesure 2 de l'axe 2, elle s'est réalisée en 2025 à 3 niveaux, en insérant un volet tourisme durable au sein du certificat de l'influence commerciale responsable de l'ARP, comme l'a précisé Théoxane, dans la partie relative aux nouveaux récits et développement durable, pour relier les messages partagés par la Direction générale des entreprises, en intégrant également un focus sur le tourisme durable dans le cadre de la lettre d'information qui est dédiée aux créatrices et créateurs de contenu,
et en conviant la Direction générale des entreprises et des représentants du sujet à un club des talents certifiés pour une intervention spécifique sur la thématique de la mesure 2 de l'axe 2. Alors pour le certificat de l'influence commerciale responsable qui a été créé en 2021, il a été créé suite à un observatoire des pratiques, puisque des règles sont mises en place. Et ensuite, on fait une observation des pratiques. Donc, c'était des règles, et ce sont toujours d'ailleurs des règles pour l'influence commerciale de transparence. Il se trouve que cet observatoire a révélé que les influenceurs n'avaient pas connaissance des règles qu'ils devaient respecter. Et donc, il nous a été évidemment demandé par les administrateurs de l'art de trouver les moyens de former, donc d'où la création de ce certificat. Donc, à date, on a 2461 profils certifiés. Ils ont tous d'ailleurs vocation, je rebondis sur ce qui a été dit par Théo Sam, ils ont tous vocation à repasser la dernière version du certificat, donc celle qui contient bien sûr les points sur le tourisme durable dont je vais parler. Ce certificat, il forme les créateurs, mais également il comprend des actions de sensibilisation. Donc, c'est un certificat qui est soutenu par des autorités avec qui on a des conventions de partenariat. Il est également recommandé par le guide de bonne conduite à influence commerciale du ministère de l'économie. Des marques l'exigent pour leur collaboration avec les influenceurs et les créateurs et créatrices de contenu qui ont obtenu le certificat se voient suivre par l'ARP, en tout cas leur contenu, puisqu'on suit régulièrement les contenus des créatrices et des créateurs de manière à pouvoir relever des manquements si éventuellement c'est le cas, de pouvoir leur adresser un avertissement. Alors bien sûr, ça peut aller jusqu'à la suspension et le retrait du certificat si ils ne répondent pas favorablement à notre demande. Notez que le certificat a inspiré d'autres États membres de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, nos homologues européens ont créé aussi un certificat. Donc tous ces certificats sont réunis sur une plateforme qui est gérée par notre Alliance européenne pour l'éthique en publicité. Le certificat, il est régulièrement mis à jour et bien sûr, il ne comprend pas que des règles à respecter, donc des règles à la fois déontologiques et législatives ou réglementaires, mais il comprend un volet de sensibilisation aux bonnes pratiques, d'où l'intégration en 2025 d'une partie consacrée aux enjeux contemporains de l'influence plus éthique, avec une sensibilisation sur les nouveaux récits, donc en accord avec des enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux, et un volet créé avec la Direction générale des entreprises sur le tourisme durable et la gestion des flux touristiques, qui permet de relayer les messages, mais également la campagne nationale sur la thématique qui vient de vous être présentée. Alors, je vous ai mis quelques extraits du volet tourisme durable créé en partenariat avec la Direction générale des entreprises, qui est donc au sein de ce certificat, avec, vous voyez, une sensibilisation, notamment sur des choix de mobilité, sur le fait de se renseigner avant de voyager auprès des offices de tourisme, de véhiculer de nouveaux imaginaires, d'éveiller des consciences, de diffuser des éco-gestes, et bien sûr d'inspirer et de partager de manière responsable. Ensuite, la deuxième contribution de l'ARP a été de faire un focus sur le tourisme durable dans la lettre d'information et ensuite dans la boîte à outils dédiée au sujet, en relayant les messages de la Direction générale des entreprises, en tout cas sur le site, mais aussi cette campagne. Et puis également le guide du réseau des grands sites de France, enfin les guides, pardon, qui ont été relayés dans le cadre de cette newsletter et qui constituent aussi des éléments de la boîte à outils dédiée au sujet. Ensuite, il y a eu des interventions des représentants de la Direction générale des entreprises au Club des créateurs certifiés pour une intervention spécifique sur la thématique de la mesure 2 de l'axe 2 de la stratégie, et également un représentant de la DGE donc, a été convié à la matinée de présentation des résultats de l'Observatoire édition 2025, où il a été présenté d'ailleurs
le fait qu'il y aurait 400 000 contenus qui seraient donc scannés par l'intelligence artificielle en 2025. Et à l'occasion de la présentation des résultats, eh bien, il y a eu l'intervention sur la thématique de la mesure 2 de l'axe 2 de la Direction générale des entreprises, en faisant bien un focus justement sur les messages qui devaient être portés à l'attention des créatrices et des créateurs de contenu. Voilà. Merci. Merci beaucoup Magali pour cette présentation. Ça a suscité des questions dans l'onglet questions justement, si vous voulez y répondre. Et vous avez à juste titre cité le guide pratique qui a été réalisé par le réseau des grands sites de France en faveur d'un tourisme durable et de la préservation des paysages à destination des commanditaires qui font appel à des créateurs de contenu. Et effectivement, c'est un guide voilà, très inspirant et on le partage également dans le chat afin que, voilà, que tous les participants à ce webinaire puissent le télécharger et le diffuser dans leur réseau respectif parce que c'est vraiment un super travail qui a été fait par le RGSF. Merci, je vais répondre aux questions, mais bien sûr, je suis à disposition après pour répondre à d'autres questions également. Merci bien. Merci Magali. Donc poursuivons sur les mesures donc de cet axe 2 de la stratégie. La troisième mesure avait pour objectif d'appuyer l'attractivité des métiers participant à la gestion des flux touristiques. Donc effectivement, pour pouvoir gérer des flux touristiques dans le cadre de ces missions, ça nécessite des compétences diverses et adaptées. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu, dans le cadre de la Semaine des métiers du tourisme, donc, qui est un événement qui est piloté par la Direction générale des entreprises, encourager l'attractivité et donc les potentiels futurs acteurs du tourisme à se former aux métiers liés au tourisme durable et à la gestion des flux. Et donc, on a réalisé quelques focus ont été réalisés sur ces métiers-là lors des deuxième et troisième éditions de la Semaine des métiers du tourisme. Donc, en 2024, on a réussi à faire labelliser 23 événements sur ces sujets de tourisme durable et gestion des flux touristiques, soit 2,7% du nombre total d'événements. Donc, ce qui est quand même assez intéressant parce que c'est un chiffre qu'on trouvait encourageant. Et en 2025, c'est 110 événements qui ont été labellisés sur cette thématique, donc qui représentaient 3% du nombre total d'événements. Et pour l'édition 2026, on a refait une petite communication au sein de notre réseau pour que des événements labellisés autour du tourisme durable et de la gestion des flux soient organisés dans le cadre de cette semaine des métiers du tourisme et que des étudiants, puisque c'est une semaine qui est à destination davantage des étudiants dans le tourisme, puissent se saisir de ces questions et potentiellement s'orienter sur ces sujets-là qui sont d'importance. Passons maintenant à la quatrième mesure de cet axe 2 qui avait pour objectif de mieux intégrer les attentes des populations locales dans les politiques touristiques. Donc, on est toujours dans cette partie un peu sensibilisation sur la gestion des flux touristiques. Et là, l'idée, c'était encore de venir accompagner les acteurs dans leur prise en compte des populations locales dans les politiques touristiques déployées. Parce qu'on avait constaté lors des ateliers qui avaient été organisés pour préparer la stratégie, les axes de la stratégie avec différents acteurs, que les populations locales pouvaient parfois se sentir exclues de leurs espaces de vie quotidienne pendant la haute saison touristique et ainsi développer un sentiment de rejet envers le tourisme, notamment lorsqu'elles vivaient ces populations dans des régions particulièrement fréquentées. Donc l'idée était d'essayer de venir favoriser l'intégration des populations locales dans les stratégies touristiques déployées au niveau local pour rendre notamment, par exemple, fiers les habitants de leur territoire et renforcer leur hospitalité. Dans ce cadre, la Direction générale des entreprises a travaillé en collaboration avec des institutionnels du tourisme sur la création de fiches pratiques
qui sont disponibles sur le site de la DGE et sur lequel vous avez le lien dans le chat. Donc ça s'organise de deux façons. Il y a d'abord une fiche méthodologique un peu globale qui permet de venir orienter vers 4 étapes à pouvoir mettre en œuvre afin de réfléchir à une meilleure intégration des populations locales par les acteurs locaux dans le cadre du déploiement de stratégies touristiques et une douzaine de fiches pratiques qui viennent mettre en valeur des bonnes pratiques qui ont été mises en place par des offices de tourisme ou des comités régionaux ou départementaux du tourisme. Donc, chaque fiche comprend une description du projet et de sa mise en œuvre, ainsi que des informations sur les clés de réussite, les freins qui ont pu être rencontrés lors du déploiement de ces expérimentations et de ces projets, et les moyens humains et financiers qui étaient alloués au projet. Donc, ce sont des fiches qui ont été publiées en novembre 2024 sur le site de la DGE. Et au 31 décembre 2025, ces fiches avaient fait l'objet de 1300 téléchargements. Donc voilà. Et ce travail sur l'intégration des populations locales, il a également été mené par le réseau ADN Tourisme, notamment dans le cadre des fiches Inspire Action, qui viennent également mettre en lumière des bonnes pratiques et des organismes institutionnels du tourisme pour renforcer l'hospitalité des territoires. Et donc là, on vous a également mis le lien vers le dernier guide Inspire Action, qui a été publié par ADN Tourisme et qui vient compléter et vraiment essayer d'identifier toute une panoplie d'outils qui peuvent être utilisés par les acteurs qui travaillent sur ces thématiques d'intégration des populations locales. Encore une fois, c'est à titre inspirationnel et on espère que ça vient aider à tous ces enjeux sur les questions d'hospitalité. Et la dernière mesure de cet axe 2, c'était la mesure 5 qui avait pour objectif de créer un kit de communication sur la gestion des flux touristiques, qui finalement n'a pas été déployé parce qu'au final, au niveau régional, les régions ou même au niveau encore plus local, plus micro, s'étaient déjà saisies de cette thématique, notamment un guide, par exemple, qui avait été réalisé par le CRT Bretagne sur comment communiquer à destination des touristes. Et donc, du coup, plus le guide RGSF qu'on vous a mis tout à l'heure dans le chat. Donc voilà, en fait, finalement, d'un point de vue opportunité, cette mesure avait moins vocation à être déployée au niveau de la Direction générale des entreprises. J'en ai fini pour la présentation de ce deuxième axe. Je remercie donc Magali et Théoxane pour leurs interventions. Et je vous propose de passer donc de procéder comme pour l'axe 1, c'est-à-dire de vous présenter les nouvelles actions auxquelles nous avons réfléchi et de vous laisser un temps de réaction sur l'espace collaboratif Padlet, donc cette fois sur l'axe 2. Donc nous proposons sur la base de la campagne de communication qui a été portée en 2024, enfin des campagnes de communication portées par Atout France et la DGE en 2024 puis 2025, de poursuivre cette sensibilisation du grand public et donc de lancer une nouvelle campagne de communication grand public qui sera diffusée donc au printemps 2026 pour poursuivre la sensibilisation aux gestes et aux comportements éco-responsables lorsque l'on est touriste, et qui comprendra cette année un focus spécifique, notamment sur les mobilités bas carbone, parce que c'est un des leviers les plus importants pour venir essayer de baisser les émissions de gaz à effet de serre du tourisme. C'est la première piste de nouvelles actions qu'on voulait vous présenter. Ensuite, la deuxième était pour poursuivre les actions menées sur la partie influenceurs. C'était peut-être de créer un pool d'influenceurs volontaires qui viendraient véhiculer de nouveaux imaginaires du voyage, et donc de créer ce pool en lien avec différents partenaires comme évidemment l'ARP, l'ADEME, le réseau des grands sites de France, Atout France, etc. Donc on pourrait de manière commune constituer ce pool d'influenceurs. Et un événement pourrait également être organisé en collaboration avec différents partenaires que je viens de citer,
à destination des institutionnels du tourisme pour les accompagner quant au message à véhiculer pour un tourisme durable. Donc, notamment, voilà, sur la base du guide, par exemple, du réseau des grands sites de France, essayer de venir véhiculer ces nouveaux messages auprès des institutionnels du tourisme. La troisième nouvelle mesure que l'on propose, c'est pour renforcer l'attractivité des métiers qui participent à la gestion du flux touristique. Et donc, c'est de lancer une coopération avec le réseau des instituts nationaux du tourisme, donc l'INTO, que vous pourrez établir pour accentuer la formation des étudiants en matière de tourisme durable plus globalement. Et dans ce cadre, différentes actions pourraient être déployées, notamment la création de masterclass thématiques sur le sujet du tourisme durable et par exemple, pourquoi pas une masterclass sur le sujet de la gestion des flux touristiques, l'élaboration d'un fil vert sur l'année, d'un fil rouge, donc on renommerait vert, sur l'année ponctué de divers événements en lien avec la durabilité et la gestion des flux, avec des challenges, des formations flash, des jeux de rôle, etc. Tout est à imaginer. Voilà sur cette troisième proposition de nouvelle mesure. Et la dernière porte sur plutôt l'aspect de l'hospitalité et de l'intégration des populations locales dans les stratégies touristiques, avec évidemment poursuivre la promotion des fiches qui ont été créées, que ce soit par la DGE ou le réseau ADN Tourisme. Et pourquoi pas, si un besoin s'en fait sentir, donc nous, on n'a pas vraiment encore étudier cette possibilité, mais d'organiser un événement spécifique sur cette thématique, voilà, si un besoin s'en fait ressentir. Je vais vous remettre, si vous voulez, le lien du Padlet dans le chat, parce que je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de messages depuis. Hop, je vous remets le lien, c'est le même lien que tout à l'heure. Vous pouvez donc vous connecter sur Padlet et réagir donc à ces nouvelles propositions que je viens de vous présenter, qui sont affichées donc, sous l'axe 2, sensibiliser. Et donc, comme tout à l'heure, vous pouvez soit en cliquant sur le plus, ajouter un nouveau post-it, ou soit venir directement commenter dans ajouter un commentaire chaque petit post-it qui a été proposé. On vous laisse quelques minutes, comme tout à l'heure, 2 minutes pour réagir. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de réactions. Et on poursuit ce webinaire avec la présentation de l'axe 3. Merci beaucoup pour vos contributions sur le Padlet, qui, voilà, comme je l'ai déjà dit, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, feront l'objet d'une analyse a posteriori suite à ce webinaire et permettront ensuite de poursuivre la dynamique engagée suite au lancement de la première stratégie des flux de 2023. On a quelques minutes de retard, donc je vous propose de passer à la présentation de l'axe 3, donc, qui portait sur la mesure des flux touristiques et la mesure et l'observation des impacts pour mieux les gérer. Donc, l'objectif était de faciliter l'accès aux solutions de mesure aux gestionnaires de sites et d'agréger les informations afin d'aller vers une vision globale des flux touristiques. Donc dans cet axe, vous avez les 4 mesures à l'écran qui avaient été proposées dans ce cadre. Sur les 4 mesures, 2 ont été déployées ou sont en cours de déploiement.
Et sur la première mesure, donc, qui avait pour vocation de créer un observatoire national des sites touristiques majeurs, donc c'est une mesure donc, portée par Atout France, je vais laisser la parole à François Desbos, responsable du pôle d'analyse territorialisée chez Atout France, présenter les travaux en cours. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter les actions qui ont été réalisées dans le cadre donc, des mesures 1 et 4, celles qui ont effectivement soit ont été déployées, comme il a été dit, soit sont en cours de déploiement de manière bien avancée. Donc, la première portait effectivement la mesure 1 sur les problématiques de mesure de flux touristique. Donc, effectivement, sachant que la gestion des flux passe forcément par une mesure et forcément également un suivi des flux touristiques, nous nous sommes donc dotés, enfin, en tout cas, nous avons pris le parti parmi nos nombreux outils de mettre en place un suivi à partir de notre base de données nationale des sites et événements touristiques, donc, que nous pilotons depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis 1991, et qui recense à ce jour à peu près donc, 5800 enregistrements. Donc, c'est une base qui concerne donc, ces sites et événements touristiques recevant un minimum de 10 000 visites annuelles, ce qui nous a en fait, en considérant que c'est une limite en fait, de fréquentation qui permet de drainer les territoires de manière assez homogène. Donc, ces 5800 sites recensés sont dans cette base de données référencés, classés selon une nomenclature nationale qui est spécifique et qui est reprise par un certain nombre de nos partenaires régionaux et départementaux. Et donc, ils sont regroupés en 19 catégories nationales et 51 sous-catégories pour permettre d'aller assez finement dans la segmentation et la connaissance de ces sites. Alors, ce dispositif est très intéressant, il est unique en son genre, puisqu'en fait, on n'a pas de. C'est la seule base de données nationale en France qui existe sur ce modèle. Mais pour autant, cette base ne permet pas de collecter des données dans des délais, on va dire, suffisamment proches et raisonnables pour permettre d'interagir. Au contraire, on va dire que les délais sont souvent longs et nous permettent de récupérer, parfois avec un peu de difficulté, une donnée annuelle pour chacun des sites. Donc, c'est un constat que nous avions depuis quelques années et c'est vrai que suite à la crise du Covid, nous avons, comme dans certains autres domaines et pour un certain nombre d'autres filières, nous avons observé en fait une baisse, une dégradation de la qualité de l'information qui était collectée au fil du temps, avec notamment une baisse sensible du volume de données en fait qui nous remontait au niveau national, donc à cause de différents constats, hein, l'évolution du comportement d'observation post-Covid, où clairement les priorités étaient ailleurs, et donc ce qui a amené effectivement un certain nombre d'arbitrages qui ont été faits à différents niveaux territoriaux. Donc ainsi, et dans cette logique de suivi de la gestion des flux touristiques, Atout France a lancé en 2025 un travail de consolidation, donc de l'approche d'observation de ces sites touristiques, en se concentrant, donc, comme on l'a évoqué, sur les sites de forte fréquentation et en l'occurrence sur les structures globalisant plus de 100 000 visites annuelles. Donc, ainsi, ce qui regroupe a priori à peu près entre 350 et 400 sites au niveau national, au niveau métropolitain, puisque nous n'avons malheureusement pas à ce jour eu la possibilité d'y ajouter nos destinations ultramarines, mais ça fait partie des projets à moyen et long terme. Et ainsi, ce projet d'un observatoire des grands sites touristiques, qui est en cours d'élaboration et qui, au niveau réflexion et mise en commun des pratiques et des méthodologies, est assez avancé, donc doit encore être ajusté avec nos différents partenaires régionaux et départementaux, afin de fiabiliser forcément la méthode, que ce soit la mise en place de délais de retour d'informations
pour travailler justement sur l'identification des problématiques, être en capacité de pouvoir être dans la réaction sur le délai le plus court possible, mais également sur les modes de collecte, sur les modèles de restitution. Et de manière générale, ce projet s'inscrit dans le dispositif partenarial que vous connaissez sans doute pour une grande partie d'entre vous, donc France Tourisme Observation, qui est la plateforme d'intelligence économique nationale. Le déploiement de cet outil, donc, que l'on espère le plus rapide possible, nous permettra de pouvoir suivre les performances de fréquentation d'un panel de sites très fréquentés et de pouvoir ainsi, d'une part, anticiper les comportements, justement, des problématiques de gestion, de surfréquentation, et ainsi de pouvoir prévenir les problématiques inhérentes à cette thématique globale de gestion des flux qui est notre thème aujourd'hui. Sur la mesure 4, on va y revenir, François, on va balayer d'abord la mesure 2 et 3. merci. Merci beaucoup pour cette première présentation. Il y a une petite question dans l'onglet questions. Voilà, si vous pouvez y répondre directement. Pas de problème. Merci beaucoup pour cette présentation et je vous invite à rester sur scène puisque vous allez reprendre la parole d'ici quelques minutes pour présenter la mesure 4. Mais en amont, sur la mesure 2 de cet axe 3, donc sur l'observation des flux, il y avait une mesure qui portait sur aider les territoires à se doter d'outils de mesure qui n'a finalement pas pu être déployé du fait d'une absence de dotation du côté de la Banque des territoires. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder sur celle-ci. La troisième mesure qui avait pour objectif de lancer une réflexion pour un meilleur traitement des données sur la gestion des flux. C'est une mesure qui est en cours de déploiement, puisque la DGE a lancé à l'été 2025 une communauté d'intérêt consacrée à la gestion intelligente des flux touristiques dans le cadre du programme France Tourisme Tech. Et ce cycle d'ateliers collaboratifs a rassemblé environ 25 acteurs publics, privés et des laboratoires de recherche dans une logique de co-construction de solutions innovantes et concrètes pour un tourisme plus fluide, durable et équilibré. Et il en est ressorti un fort intérêt pour la question de l'accès à des données qualitatives et opérationnelles sur les flux touristiques qui va mener à une nouvelle action donc, en 2026 et que je vais vous détailler à l'issue de la présentation des 4 mesures de cet axe. François, du coup, si vous voulez présenter la mesure 4 de cet axe 3 qui avait pour objectif de mesurer l'acceptabilité des flux touristiques auprès des populations locales. Donc voilà, François, c'est une mesure qui a été portée par Atout France et qui va vous être présentée. Merci beaucoup, Pauline. Donc effectivement, cette mesure 4 qui portait sur la problématique justement de l'acceptabilité des populations résidentes sur des territoires touristiques. Donc je ne suis pas sur la bonne slide. Merci beaucoup. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la gestion des flux passait par la mesure et le suivi, mais la gestion des flux passe également, logiquement, par la mesure à intervalles réguliers du niveau d'acceptabilité des populations résidentes des territoires touristiques. Donc ça, c'est forcément une action qui s'avère primordiale et nécessaire pour comprendre aussi comment les populations de territoires à plus ou moins forte vocation touristique vivent, ressentent et se positionnent en fait en matière justement vis-à-vis de cette activité touristique, qu'elle soit saisonnière, qu'elle soit concentrée ou qu'elle soit étalée dans le temps et l'espace. Donc, face à cette difficulté de mesure de façon objective cette évolution du ressenti des populations, puisque ça peut paraître effectivement assez difficile à pouvoir justement capter et à pouvoir cerner. Donc, nous avons initié en 2022 une enquête sur la perception du tourisme par les résidents français. Donc, grâce à un opérateur qui s'appelle TCI Research, c'est une enquête qui s'appelle le Resident Sentiment Index, qui est déployée sur un certain nombre de territoires à l'échelle régionale ou départementale. Et nous l'avons reconduite donc en 2023, ce qui nous a permis de mener déjà un comparatif sur une année. Et ce comparatif nous a donné déjà quelques enseignements nous permettant de voir que les évolutions étaient assez rapides.
dans le temps. Donc ainsi, quelques constats que je vous présente ici, donc, qui découlaient de ces comparatifs entre les deux enquêtes. Le premier, c'est qu'environ 55% des Français estiment que le tourisme génère plus de conséquences négatives que positives. Toutefois, les résidents plébiscitent la multiplicité des offres d'activités culturelles et ou de loisirs qui sont générées, la préservation du patrimoine qui apparaît généralement dans une logique d'activité touristique, ainsi que l'impact sur l'économie locale, en tête des apports positifs qui sont liés au tourisme. Donc, on a un effet un peu de contrebalance par rapport au constat précédent. Les difficultés de circulation, de stationnement, ainsi que la surfréquentation, donc on est vraiment dans le cœur du sujet, apparaissent en tête des nuisances qui sont mises en avant par les résidents de ces territoires touristiques, et la perception de ces dernières se dégrade quelque peu entre les deux études qui ont été menées, c'est-à-dire, encore une fois, entre 2022 et 2023. Donc, dans l'ensemble, malgré tout, la perception des nuisances associées au tourisme sont un peu plus fortes en France que dans d'autres destinations européennes, puisqu'en fait, dans le cadre de cette enquête, nous avions la possibilité de comparer les résultats à l'échelle française par rapport à une norme européenne, c'est-à-dire un regroupement, une moyenne des indicateurs similaires déployés dans un certain nombre de pays, à peu près une douzaine de mémoire. Toutefois, ce niveau général de ces nuisances n'est pas plus élevé en 2023 qu'en 2022, ce qui nous a quelque peu quand même rassurés. Donc, le déploiement d'un troisième volet de cette enquête, qui s'avère aujourd'hui quand même nécessaire et assez urgent, est en cours de réflexion donc, pour 2026, avec pour cette nouvelle édition qui se profile, le rajout d'éléments d'analyse supplémentaires. Donc, notamment l'intégration d'une sélection de lieux touristiques au sein desquels des initiatives d'intégration de populations locales dans les stratégies touristiques ont pu être mises en place et observées, ainsi que la réalisation de focus sur des sites français ou européens très fréquentés afin d'enrichir les enseignements et de pouvoir également identifier un certain nombre de bonnes pratiques que nous pourrions effectivement redéployer. Voilà, je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour toute question complémentaire. Merci beaucoup François pour cette présentation. Effectivement, ça me permet de faire une transition parfaite sur les nouvelles actions, je vais revenir ici, qui sont proposées pour faire suite à cet axe 3 de la stratégie sur la gestion des flux touristiques. Donc c'est le deuxième point qui apparaît à l'écran sur les nouvelles actions, avec relancer et ajuster l'enquête sur la perception du tourisme par les résidents français, en ajoutant donc, ces deux notions que François vient d'évoquer, avec un focus sur les sites touristiques où il y a eu des initiatives d'intégration des populations locales dans les stratégies touristiques, et également de permettre de comparer entre les lieux, qui permettra de comparer entre les lieux touristiques équivalents qui n'ont pas mis de telles mesures en place. Donc ça, c'est la première nouvelle action que l'on propose, et également pour continuer le déploiement de la mesure 3, qui était de lancer une réflexion pour un meilleur traitement des données sur la gestion des flux touristiques. La DGE va organiser un hackathon deuxième semestre 2026, avec comme objectif principal de promouvoir l'ouverture et la structuration des données afin de permettre une meilleure gestion des flux touristiques. Donc voilà, on est sur l'organisation assez classique d'un hackathon, mobiliser différentes structures pendant 48 heures en mettant à leur disposition un certain nombre de données. Et pour répondre à un objectif donc prédéfini avec un territoire d'expérimentation. A priori, le territoire d'expérimentation, ce sera l'ADT de l'Agence départementale du tourisme de l'Hérault. Et donc, du coup, on doit travailler avec eux les preuves de concept qui pourraient être attendues de leur côté pour ensuite déployer au deuxième semestre 2026 ce hackathon. Donc, la finalité, ce sera vraiment de concevoir de nouvelles approches, de créer des nouveaux modèles, des preuves de concept, et d'enrichir les réflexions pour aboutir à des solutions derrière qui seraient opérationnelles grâce du coup aux échanges qui auront lieu entre les participants pendant ces 48 heures.
Comme pour les 2 premiers axes, je vous laisse réagir en 1 ou 2 minutes sur le Padlet, donc là sous l'axe 3 mesurer, qui reprend donc les 2 nouvelles mesures que je viens de vous présenter, donc à savoir le hackathon et de poursuivre l'enquête de perception qui vous a été présentée par François. Et François, il y a des questions encore dans l'onglet questions. Voilà, Oui, pour information. je suis en train d'y répondre. Parfait. Merci. François, j'ai coupé votre micro parce qu'on l'entendait, le clavier. Donc, je vous laisse poursuivre les réactions pour ceux qui le souhaitent dans l'outil Padlet. Et je vais poursuivre de mon côté sur la présentation des mesures qui ont été déployées dans le cadre de l'axe 4 parce qu'on a encore des interventions et je vois que le temps tourne. Donc sur ce 4e axe, l'objectif, il s'intitulait « Accompagner les territoires dans la gestion des flux touristiques ». Donc là, l'idée était de venir accompagner financièrement, notamment, des territoires en matière d'ingénierie pour leur permettre de lancer des expérimentations et également de mettre un outil à disposition des acteurs du tourisme pour monter en compétence sur le sujet de la gestion des flux. Donc cet axe comprenait 2 mesures qui vont vous être présentées et pour cet axe, les 2 mesures ont été déployées. La première mesure avait pour objectif l'accompagnement en ingénierie des territoires. C'est une mesure qui a été portée par Atout France, puisque un AMI gestion des flux touristiques a été lancé le 5 octobre 2023. Et dans ce cadre, 24 projets répartis dans un grand nombre de régions métropolitaines, mais également en outre-mer, ont pu être accompagnés. Ces territoires, du coup, ils bénéficiaient pendant 18 mois d'un accompagnement. Et parmi les lauréats retenus, les projets couvraient des enjeux de gestion des flux à des échelles territoriales très variées et selon des modalités multiples, puisque pour certains, il s'agissait d'expérimentation quant à des stratégies d'aménagement, de formation des équipes, de communication pour mieux réguler les pics de fréquentation, de sensibilisation, d'ambassadeurs de proximité, etc. D'un point de vue financier, le montant total engagé est de un peu moins de 2 millions d'euros, puisqu'on a 1,9 million d'euros d'engagés, dont 800 000 euros qui ont déjà été versés aux lauréats au 31/12/2025. Atout France est en train de finaliser les aspects financiers sur cette AMI. On peut mettre le lien dans le chat. Voilà, si vous voulez retrouver la liste des lauréats, Hélène va vous mettre le lien dans le chat. Et je vais, sans plus tarder, laisser la parole à 2 lauréats qui vont vous présenter donc succinctement leur projet. Tout d'abord, donc un exemple de projet mené dans un espace naturel pour lequel je vais laisser la parole à Pierre Torrent, qui est le directeur du campus d'excellence des métiers du tourisme pyrénéen à l'ISTIA, donc l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation de l'Université de Toulouse Jean Jaurès, et Florian Chardon, donc, le directeur du grand site de France du massif de Canigou, pour présenter le premier projet qui a été piloté dans le cadre de cette AMI. Pierre et Florian, je vous laisse la parole. Oui. Bonjour, je regardais juste, j'ai l'impression que ma caméra ne fonctionne pas, mais ce n'est pas très grave, j'espère que vous m'entendez. Oui, on vous entend bien.
Pierre Torrente, donc, comme vous l'avez dit, de l'Université de Jean Jaurès. En fait, je représente, avec Florian Chardon, nous représentons ce qu'on appelait un consortium, puisque nous avons répondu à l'AMI que vous venez de présenter, sous forme de consortium, avec une idée que l'on a intitulée « Changer d'échelle et de regard dans la gestion des flux ». Donc, pourquoi changer de regard? Parce qu'on a essayé d'avoir et de conduire ce travail dans une approche, on va dire, plus systémique et pas simplement dans une logique de gestion des flux de tourisme, et je vais le développer un peu, et puis changer d'échelle pour essayer de passer de la notion de site à la notion de territoire. Donc, c'était, on va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, avec un constat que tout le monde connaît, j'imagine, ici, c'était donc, on a essayé de se poser la question, quel constat résoudre des enjeux de fréquentation hétérogène avec, ça va sans dire, une fréquentation observée ou vécue qui était en progression continue et qui parfois manque d'objectivation. Voilà, si je poussais un peu le trait, je dirais, des fois, on se pose la question si ce n'est pas le doigt mouillé qui a donné la réponse. Mais donc ça, c'est le constat. Une approche que l'on a un peu identifiée, plus axée sur des indicateurs quantitatifs que sur des impacts, et des problématiques localisées, mais qui pouvaient se mettre en résonance, on l'a vu, avec d'autres territoires. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de travailler à l'échelle du massif. Et vous le voyez, donc je ne vais pas les commenter, mais vous voyez la carte du massif des Pyrénées. Pour ceux qui connaissent, c'est là où il y a des carrés, c'est là où on a pris les territoires pilotes. Donc, on a essayé d'avoir une méthode de travail, essayer de voir si on était capable d'établir un socle commun. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des outils, des indicateurs, cadres de référence qui peuvent s'appliquer en toutes circonstances, et essayer de voir après, et Florian le présentera après, de voir si on pouvait l'expérimenter sur 5 sites ou territoires pilotes. Certains sont des grands sites de France, mais pas que. On essayait de regarder, d'avoir un panel un peu de ce qui se faisait sur le massif des Pyrénées. Et donc, c'était bien le parti pris d'avoir cette approche, de regarder le tourisme dans une approche territoriale de développement, c'est-à-dire de se dire, à un moment donné, cette gestion des flux, est-ce qu'elle concerne simplement des questions de fréquentation de touristes, ou est-ce qu'elle concerne, et on va le voir dans la diapositive suivante, des questions aussi de gestion de ressources. Donc, on va le voir sur la diapositive. Donc, moi, je vais présenter la partie un peu plus théorique sur laquelle on a travaillé, et Florian présentera la partie pratique. Donc, en fait, ce qu'on a essayé de se dire, et c'est de réfléchir, c'est est-ce qu'il existe, j'allais dire, un seuil d'équilibre, c'est comme ça qu'on l'a nommé, ou, j'allais dire, en deçà duquel on a des marges de manœuvre parce qu'on peut encore améliorer la fréquentation, et puis est-ce qu'il y a un seuil où tout, j'allais dire, tout peut se gérer dans des perspectives de développement, dans des perspectives de satisfaction du client, dans des perspectives de bon équilibre sur les territoires, des populations locales qui acceptent et d'acceptabilité du tourisme. Et puis, on le voit bien avec le schéma de gauche dans la balance, c'est qu'à un moment donné, on appuie un peu trop sur la question du tourisme et on va déséquilibrer. Et à la fois, le tourisme va être en déséquilibre, mais aussi le territoire va être en déséquilibre. Donc, ça, c'est le premier schéma. Donc, pour essayer de l'appréhender, on a essayé de différencier et d'approcher les différentes strates que l'on retrouve quand on veut penser la gestion des flux sur un territoire. Bien sûr, la première strate, c'est le territoire. La deuxième, que l'on oublie parfois, c'est les ressources du territoire. On a introduit une notion qui nous paraît importante par les temps qui courent en période notamment de changement climatique, mais pas que, les ressources du territoire que le territoire souhaite mettre en réserve, les activités résidentes, les activités touristiques et les autres activités économiques, agriculture, par exemple, industrie. Et ça nous a amené, j'allais dire, à définir une notion de seuil d'équilibre que l'on définit, vous le voyez écrit, mais je vous le relis rapidement. Le seuil d'équilibre touristique est le seuil au-delà duquel le nombre de touristes sur un territoire ne permet plus une gestion équilibrée et durable des ressources économiques et sociales et environnementales en tenant compte des clés de répartition affectées aux différents usages. Donc ça, je donne une petite précision, c'est-à-dire quand on a calculé, bien sûr qu'il faut appréhender le tourisme et les activités touristiques, mais ces activités touristiques, elles se déroulent dans un territoire dans lequel se passe autre chose. Et l'idée, c'est que les territoires réfléchissent pour aborder la question de la gestion des flux
de la manière dont ils veulent mobiliser l'activité touristique sur le territoire au regard des autres activités qu'ils souhaitent également mobiliser. Et ça peut donner des clés de répartition. Voilà, si je prends un exemple sur une ressource, je vais prendre l'eau qui anime un peu les débats à l'heure actuelle. Ben, sur 1 litre d'eau, combien pour le tourisme, combien pour les habitants, combien pour l'agriculture, combien pour l'industrie. Et donc ça nous a permis, je vous l'ai mis, c'est le dernier schéma à droite avant que je cède la parole à Florian, on a pu déterminer avec un indice de dispersion un seuil d'équilibre, c'est-à-dire une plage dans laquelle le territoire saura que, moyennant sans doute des aménagements et moyennant des décisions prises sur le territoire, mais il saura que dans cette plage de touristes, à peu près, il pourra bien contenir et maîtriser son tourisme comme outil de développement. En dessus, eh bien, c'est peut-être là qu'on abordera la notion de surtourisme au regard du développement. Et puis en deçà, ça veut dire qu'il y a une marge de progression possible, si on le souhaite, pour le tourisme. Et c'est peut-être la notion de sous-tourisme dans un processus de développement qui sera abordé. Voilà. Donc on n'est pas tout à fait au bout. Il reste maintenant, et on le travaille sur plein d'indicateurs. Donc je ne vais pas les nommer parce qu'ils sont nombreux, mais on est en train de travailler sur chaque indicateur pour déployer l'outil, et on est en train de monter l'outil qui, aujourd'hui, depuis l'open data, vous le savez, va permettre d'automatiser en grande partie l'outil, sauf les clés de répartition dont j'ai parlé, dont c'est, j'allais dire, de la responsabilité des territoires que de savoir comment ils veulent développer leur stratégie de développement, chacun chez soi. Donc, on a abordé voilà un outil qui, j'espère, dans très peu de temps, pourra être mis à disposition des territoires qui le souhaitent et qui va les aider à décider de la manière dont ils veulent gérer les flux et pourquoi ils veulent les gérer. Voilà ce que l'on a un petit peu développé, et on le teste on va le tester sur les 5 territoires très prochainement. Et là, je passe la parole à Florian qui va témoigner d'une action mise en place sur un site pilote que vous connaissez, je pense, tous. Merci Pierre. Du coup, pour enchaîner et rester dans le timing, donc effectivement, on était donc à 5 territoires partenaires directement impliqués qui avons contribué aux réflexions générales dans le cadre d'ateliers réguliers. Hein. On s'est vu 6 ou 7 fois sur la durée de l'AMI. Et voilà, certains ont travaillé plus à des aspects de stratégie territoriale, comme la montagne béarnaise, d'autres sur la concertation et de médiation, comme en Ariège, de la mobilité sur la mise en place d'une navette sur Montségur, ou encore l'observation de la fréquentation sur la vallée des Gavarnies. Et donc, sur le massif du Canigou, nous, on a plus spécifiquement mené notre expérimentation sur des sites qui nous questionnaient, sur lesquels on sentait et on pressentait un regain d'attractivité dans un contexte d'été assez chaud et de recherche de fraîcheur. Hein. On est dans les Pyrénées catalanes, sur le pourtour méditerranéen. Et donc, on a plus particulièrement travaillé sur les sites dits de baignade en rivière, et parce que tout simplement qu'ils passaient en dehors de tous les radars, et on avait des remontées de terrain comme quoi il y avait une certaine fréquentation grandissante et certains enjeux qui pointaient. Donc, on a d'abord fait un inventaire à l'échelle du grand site. Ça nous a mené à une quinzaine de sites qui ont été identifiés. On a concerté avec les communes pour identifier leurs besoins, et ressorti un besoin important, c'est le cadre juridique, la responsabilité endossée donc par les communes, et comment entre guillemets trouver la bonne réponse et le bon dosage par rapport à chaque situation. Donc c'est pour ça qu'on a fait une étude juridique. Ensuite, on a en parallèle mené une observation active sur 8 de ces sites, avec des comptages saisonniers et une écomédiation. Donc on a une flotte de compteurs mobiles qu'on avait à disposition, qu'on a pu poser sur ces sites, et ensuite un écomédiateur qui tournait l'été pour mesurer, enfin observer un petit peu ces sites. 4 sites pilotes ont été plus particulièrement identifiés pour leurs enjeux. Et donc, avec ces 4 sites pilotes, on a retravaillé avec chaque commune, avec une cartographie assez précise des sites, des accès, du foncier, du stationnement, de tous les enjeux environnementaux, les risques, des enjeux de santé publique aussi sur certains endroits, donc qui nous ont amenés à mettre en place une stratégie propre et une réponse propre pour chacun de ces 4 sites pilotes. Slide suivante, si
si vous le voulez bien. Et donc, dans cet accompagnement, voilà, on a aidé la commune à se positionner sur son scénario privilégié. Est-ce qu'elle voulait une baignade interdite, une baignade aménagée ou une baignade non aménagée, mais pour lesquelles sa responsabilité était dégagée. On a aidé à la prise d'arrêté sur certains sites par rapport au positionnement souhaité. Et on a défini un plan de signalétique et d'information site par site et installer des panneaux sur les différents accès ou les différents parkings pour informer des enjeux et de fréquentation de ces sites. On poursuit par ailleurs l'observation de ces sites avec un protocole qui nous dit, enfin, qu'on a défini, qui fera qu'on va y revenir à pas de temps régulier, 2 ou 3 ans, pour voir comment ça évolue dans le temps. Et on va continuer de les suivre aussi par notre éco-médiateur. Et ensuite, on va élargir cette réflexion et cette démarche sur donc, les autres sites de baignade qui n'ont pas pu être traités dans le cadre pilote. Et également, on va étendre, et ça fait partie de notre stratégie aussi du Grand Site de France, sur la gestion de la fréquentation dans certains sites engorgés ou essayer d'anticiper un certain nombre de problématiques, et notamment les sites Instagrammables. On en a quelques-uns sur le territoire et on va essayer de devancer un peu les choses et en tout cas d'essayer de maîtriser à minima. Si on devancer, c'est pas toujours évident. Et puis derrière, il y a tout un volet sur la sensibilisation. Évident, dans le temps imparti par rapport à l'AMI, on n'a pas eu le temps de tout déployer, l'ensemble des besoins qui étaient remontés. Mais voilà, il y a l'idée aussi de travailler sur la sensibilisation autour d'un certain nombre d'enjeux liés à la fréquentation, la baignade en lac et en rivière, les risques incendies et pratiques du bivouac ou autres. Et je dois dire que le fait de travailler en réseau à l'échelle des Pyrénées, parce qu'on a, au-delà des 5 sites partenaires, on a également associé la montagne, le Pays Basque et le site des Bouillouzes, qui sont 2 autres lauréats de l'AMI. Donc, on avait une approche pyrénéenne assez intéressante avec 7 partenaires, l'Agence des Pyrénées et l'université de Toulouse Jean Jaurès via l'ISTIA. Et donc, en tout cas, c'est aussi très intéressant ce partage d'expériences, ces enrichissements où on capitalise sur un certain nombre. Tiens, tu as fait cette étude, moi je te la récupère et inversement, je te donne quelques clés par rapport à cela. Et je dois aussi dire que la contribution du réseau des grands sites de France nous a été aussi assez précieuse pour nourrir nos réflexions et dans la mesure où 3 des sites pyrénéens étaient inscrits dans la démarche des grands sites de France. Et au-delà de ça, la publication du guide ainsi que les autres outils qui ont pu être mis en place dans le cadre de votre stratégie nous paraît intéressante. Et j'ai envie de conclure en disant que, comme le disait Pierre, on a envie de continuer très clairement parce qu'il y a réellement, c'est un sujet où on sent qu'il y a besoin d'échanger, de se nourrir et de s'enrichir des expériences des voisins, parce qu'il n'y a pas une réponse clé en main, mais tout ça se construit dans l'interaction. Voilà. Merci beaucoup, Pierre et Florian. S'il y a des questions dans le chat ou dans l'onglet questions, je vous laisse y répondre. Et j'introduis directement Cécilia Prudhomme, la directrice accueil de Haut Million Tourisme et Congrès, pour présenter un autre projet lauréat dans le cadre de l'AMI sur la gestion des flux qui a été mené cette fois-ci donc, en milieu urbain. Voilà, si en quelques minutes voilà, et après, on arrivera aux propos de conclusion si les personnes encore en ligne peuvent voilà, encore nous accorder une petite dizaine de minutes. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, Cécilia Prudhomme, je suis directrice accueil au sein de l'Office de tourisme, Lyon Tourisme et Congrès de Lyon, qui est une association de loi 1901 et qui est composée de 620 adhérents professionnels du tourisme. Donc, notre objectif, c'était de toujours mieux accueillir et conseiller nos visiteurs, peu importe leur point d'entrée sur la destination, voilà, leur séjour sur le territoire de la métropole de Lyon. C'est vraiment notre leitmotiv qui nous a conduit à cette démarche des accueils labellisés Lyon Tourisme et Congrès.
La chronologie, donc 2014, c'est vraiment la création du partenariat des premiers accueils labellisés à la demande de certaines mairies, de communes de la métropole de Lyon, mais aussi de professionnels du tourisme qui souhaitaient être davantage impliqués dans notre stratégie et mieux accueillir les visiteurs, faire monter en compétence leurs équipes d'accueil. Donc, on a été lauréat de l'AMI Gestion des flux en 2024 et suite à ce prix, nous avons pu développer un diagnostic du réseau des accueils labellisés existants grâce à un travail de l'agence Tuba Lyon Urban Data qui nous a accompagnés plusieurs mois sur cette enquête menée auprès de nos différents partenaires et des autres accueils labellisés et des nouvelles ambitions, bien sûr, pour 2026. Donc la méthodologie, alors là, vous avez en effet, un paysage de tous nos partenaires, hein, c'est, une richesse d'avoir un panel aussi, différent, de partenaires, que ce soit des milieux culturels, d'agents en gare, de SOS voyageurs, de sites culturels comme la Fondation de Fourvière, d'agents en mairie, en musée, en camping, aussi sur des sites naturels comme l'atoll du Grand Parc et puis, des réceptionnistes d'hôtels également. Donc, les objectifs du réseau, ben, bien sûr, c'est bien d'accueillir les visiteurs et leur apporter une information touristique qualitative, peu importe leur point d'entrée. On sait qu'ils ne passent pas forcément par la case office de tourisme quand ils arrivent sur une destination. Donc, ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de renvoyer cette image de marque de la destination et d'être vraiment dans notre devoir d'hospitalité sur le territoire. Harmoniser la qualité d'accueil à l'échelle de la destination, valoriser aussi tout le contenu éditorial qu'on produit au sein de l'Union Tourisme et Congrès. Bien sûr, co-construire un réseau de professionnels, un maillage solide pour avoir en effet ce travail de réseau et cette qualité d'accueil et puis permettre aussi aux équipes d'accueil de tous les sites de monter en compétences sur leur connaissance du territoire et sur voilà, l'accueil de nos visiteurs, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux. Donc, l'agence Tuba a créé un diagnostic en procédant à la méthodologie suivante, des entretiens, des observations terrain auprès des partenaires, une analyse documentaire, des réunions de travail avec nos équipes au sein de l'Union Tourisme et Congrès, et puis un entretien avec la responsable des accueils mobiles qui est dans mon équipe accueil au sein de l'office. Alors le bilan, bien sûr, des points forts, hein, qui ressortent avec notamment, cette, dimension de l'innovation avec un dispositif qui est unique, en France, qui est fondé sur la collaboration des acteurs locaux, un réseau qui est riche de structures variées comme je l'expliquais tout à l'heure, une posture qui est bien identifiée en effet comme des relais de proximité de l'office de tourisme qui contribuent, à notre dynamique, qui contribuent aussi à faire connaître en fait notre stratégie et nos actions, sur l'année en cours. Une logistique aussi au niveau des modules de formation. Chaque mois, on propose 2 modules de formation au sein de notre office de tourisme pour tous ces partenaires. On met aussi à disposition de la documentation touristique qu'ils peuvent donner à leurs, visiteurs, à leur, clientèle directement sur leur site et puis un nom qui est bien compris en fait, d'accueil labellisé. Il y a bien sûr aussi, des points perfectibles donc à optimiser. Il y avait en effet au sein de notre organisation, une confusion entre, qui était adhérent, qui était accueil labellisé. Bon, c'est la même communauté, hein, il faut être adhérent à l'office pour être accueil labellisé, donc un besoin aussi, de reconnaissance. Une meilleure appropriation du partenariat, des niveaux de connaissances très variés, hein. On a des équipes qui intègrent des saisonniers régulièrement, je pense à l'hôtellerie, au camping, aux sites naturels. Donc voilà, des niveaux assez, disparates que nous, on vient aussi compenser, en organisant ces 2 modules, par mois. Une animation, du réseau qui est vraiment aussi, à développer pour ce sentiment d'appartenance et faire partie, en fait, de la stratégie d'Adlélion Tourisme et Congrès. Et puis des outils qui étaient existants, mais qu'il fallait réadapter pour mieux correspondre aux attentes du terrain de chaque structure. Alors, on a travaillé aussi sur une identité visuelle parce que aussi, derrière le projet, il faut le faire connaître, le faire savoir, à la fois pour les visiteurs qui identifient bien les services qui peuvent être proposés par ces accueils labellisés et aussi par les accueils labellisés pour être fiers de montrer qu'ils font partie voilà, de ce réseau Lilion Tourisme et Congrès. Donc, on a travaillé sur un nouveau label plus ancré, plus moderne avec notre nouvelle charte. On a remis une distinction aussi, à tous nos partenaires une distinction, voilà, un joli objet, en bois qu'ils peuvent apposer directement sur leur comptoir d'accueil et puis bien sûr le relais sur nos canaux, print, Plan de Lyon et digital sur notre site internet. Donc l'accompagnement qu'on a mis en place pour nos accueils labellisés, donc ce réseau vraiment sera plus outillé pour permettre à toutes les équipes de nos accueils labellisés de répondre au mieux aux attentes des visiteurs, une fois de plus, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux. Donc, on a créé des outils pour les équipes terrain. On a créé notamment une charte des bonnes pratiques et une foire aux questions, en les questionnant bien sûr sur les questions qu'ils avaient le plus fréquemment.
De la documentation touristique, qu'on édite avec, en accès illimité. Ils peuvent commander autant de plans, autant de catalogues de visites guidées qu'ils le souhaitent, avec une gestion des stocks sur mesure avec un partenaire, extérieur qui assure les livraisons sur site. La possibilité aussi de mettre à disposition un présentoir pour proposer, cette documentation en libre service à leur clientèle et puis bien sûr des newsletters. Une fois par mois, on leur envoie, l'actualité, du réseau en mettant en lumière, les bonnes actions, les bonnes pratiques de certains. Incarner aussi l'humain en faisant des interviews de certains collaborateurs, d'accueil labellisés. Et puis une plateforme, Drive, tout simplement, pour partager tout ce qui est documentation utile, documentation de travail, qui est accessible bien sûr gratuitement pour tous nos partenaires. Donc en plus des formations, on a créé des différents, niveaux de perfectionnement en fonction de leurs attentes et de leurs besoins, à la demande, donc soit chez nous 2 fois par mois à l'office de tourisme, soit directement dans leurs locaux. On peut faire des formations sur mesure. C'est notamment le cas lors de l'intégration de nouveaux saisonniers ou de temps forts avec les équipes, titulaires. On peut développer aussi de nouveaux thèmes. On a des demandes un peu sur mesure sur, vraiment que peut-on faire dans ce quartier, dans ce périmètre géographique en 1 heure, 2 heures. Donc voilà, on prend du temps de créer aussi du sur mesure, d'accompagner aussi sur des thématiques qui nous tiennent à cœur comme tourisme et handicap, tourisme responsable et on remet un diplôme, alors qui n'est pas encore reconnu par l'État, mais qui leur permet aussi d'avoir ce sentiment de fierté et de fidélisation de leurs équipes. Voilà, ça nécessite, du travail et du temps parce qu'il faut toujours, remettre, actualiser, mettre à jour les informations et on leur propose aussi un Vie ma vie, 1 fois par an pour, envoyer leur équipe, au sein de l'équipe du pavillon d'accueil auprès de mon équipe de conseillers en séjour pour qu'ils soient confrontés, voilà, au terrain, à la réalité, de l'accueil des voyageurs, français ou internationaux. Ça permet d'échanger des bonnes pratiques. Il y a vraiment dans mon équipe une personne qui est le contact référent, qui est disponible, voilà 5 jours sur 7. Le week-end, il y a un relais qui est fait par les équipes, du week-end et puis on a des entretiens aussi qu'on a formalisés 2 fois par an avec le référent de chaque structure pour permettre les remontées terrain, de nouveaux besoins et suivre les indicateurs. Alors, vraiment, le rôle de ces partenaires, c'est vraiment conseiller au mieux les visiteurs, que ce soit à travers les documents qu'on leur donne, mais aussi par rapport à leurs connaissances personnelles, à leur appétence pour la destination. Être informé, bien sûr, de l'offre touristique de la métropole de Lyon. C'est pour ça qu'on pousse ces contenus via des newsletters et via les formations. Et ne pas hésiter, bien sûr, à renvoyer vers les services de l'Office s'il y a des besoins spécifiques. Bien sûr, de participer aux formations, de donner la documentation, d'afficher clairement le label et de faire toutes les remontées terrain nécessaires pour qu'on puisse voilà, procéder à de l'amélioration continue et faire grandir, évoluer le dispositif. Alors nous, les enjeux sur 2026 maintenant, bah, ça va être, voilà, toutes ces formations puisqu'on a intégré, 10 nouveaux partenaires, récemment en fin 2025. Donc là, au mois de mars, on est en train, voilà, sur le premier trimestre de terminer toutes les formations des 10 structures entrantes. On aura aussi bien sûr des points semestriels qu'on va organiser, sur la notre haute saison à nous d'avril à octobre et puis un événement aussi, pour, fédérer toutes les équipes, rassembler tous les opérationnels et créer vraiment cet esprit de communauté d'accueillants sur la destination. On va élire aussi un comité de gouvernance, à l'automne plutôt et puis ensuite on aura vraiment des événements pour les responsables de structure plutôt en fin d'année. Merci beaucoup pour votre attention, ces quelques minutes. Merci beaucoup, Cécilia, pour la présentation donc de ce réseau de partenaires donc qui est assez riche et qui permet notamment, et pas que, mais voilà, de pouvoir, monter en compétences pour mieux orienter et diffuser, les flux au niveau de la métropole, de Lyon. Merci beaucoup. Merci. En quelques minutes, la dernière mesure de cette stratégie, c'était d'accompagner à la montée en compétence des acteurs du tourisme sur la gestion des flux touristiques. Et donc là, dans ce cadre, une formation en ligne, enfin des modules de formation en ligne ont été créés sous la forme de 5 modules. Vous allez, vous allez avoir le lien dans le chat. Et l'idée, voilà, c'était de venir faire monter, accompagner à la montée en compétence des acteurs. Ce sont des modules qui ont été mis en ligne sur le site de la DGE en août 2024 et qui ont été visités 800 fois au 31 décembre 2025. Dans le cadre de ce dernier axe de la stratégie, en termes de nouvelles actions,
L'idée, c'est qu'en lien avec Atout France et les lauréats de l'AMI, ça va être de réaliser un travail de réflexion pour permettre la capitalisation des projets qui ont été portés dans ce cadre. Donc, c'est un peu ce que disait Florian en propos conclusif. L'idée, voilà, ça va être qu'il y a une attente maintenant, il y a une émulsion qui a été créée au niveau des territoires et charge à nous, donc côté d'Atout France et de la DGE, d'analyser tout ce qui a été fait et de proposer derrière aux lauréats de se réunir pour ensuite capitaliser sur ce qui a été fait. Et voilà. Et encore une fois, c'est l'objectif de ce webinaire, mais poursuivre la dynamique qui a été engagée en 2023. Comme pour les autres nouvelles actions proposées dans le cadre de cette stratégie, voilà, vous pouvez réagir sur le Padlet, sous l'axe 4 qui vise à accompagner les territoires. Voilà, en remontant un petit peu dans le chat, vous avez le lien vers le Padlet. Je vous le remets pour que vous l'ayez vraiment en dernier message. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir donc, sous cette dernière colonne, soit en proposant de nouvelles mesures ou en commentant ce qui vient de vous être présenté. On en a fini avec cette première partie qui était le bilan de la présentation. Et la deuxième partie du webinaire, on va vous proposer un temps en asynchrone qui fait suite à tout ce que l'on s'est dit aujourd'hui et que vous pourrez compléter ultérieurement. Donc, c'est la partie 2 sur les perspectives autour d'un temps de réflexion collectif. Donc là, l'idée dans le cadre de cette deuxième partie, c'est vraiment de dépasser la logique qui avait été utilisée lors de la rédaction de la première stratégie et qui était axée quand même principalement sur une approche à l'échelle d'un site. Et l'idée, c'est notamment de se questionner sur maintenant, aujourd'hui, plus globalement, comment on va venir dépasser cette approche du site et également venir vous questionner plus globalement sur les outils dont vous auriez besoin dans vos missions en lien avec la gestion des flux touristiques. Sachant en propos liminaire que je sais qu'il y a des acteurs du tourisme culturel qui étaient connectés aujourd'hui, une convention a été signée entre le ministère du Tourisme et le ministère de la Culture et cette convention comprend une fiche d'action justement sur cette thématique de la gestion des flux touristiques. Et donc, parmi les actions prévues dans le cadre de cette convention, donc ministère de la Culture, ministère du Tourisme, il y a notamment la réalisation d'un état des lieux des pratiques de gestion des flux touristiques dans les sites culturels et l'identification des besoins et freins rencontrés par les établissements. C'est un travail qui va être lancé dans les prochaines semaines. Et également, dans le cadre de cette fiche, il y a comme ambition de diffuser des bonnes pratiques et des outils dédiés, donc sous forme de, par exemple, fiches pratiques, webinaires, ressources en ligne, etc., sur le site de la DGE, afin d'accompagner spécifiquement les sites culturels dans une gestion plus durable et maîtrisée des flux touristiques. Donc, pour vous avez dans le chat la convention 2025-2028 relative au tourisme culturel que je viens d'évoquer. Et je vais également vous ajouter le lien d'un deuxième Padlet. Donc, c'est sur cet espace de travail collaboratif que l'on vous propose de réfléchir dans un temps asynchrone, donc soit dans les minutes qui viennent, tant que tout le bilan de cette stratégie est frais, ou dans les jours qui arrivent. C'est un lien qui va rester actif jusqu'à la semaine prochaine, donc jusqu'au 24 mars. Et l'idée, c'est de venir, je vais partager mon écran. Hop, voilà, vous allez le voir à l'écran. Voilà, l'idée, c'est que là, on a voulu poser 3 questions très générales.
pour vous laisser un temps de réaction. Voilà, vous pouvez nous partager vos réflexions et dans une idée de dépasser la logique des 4 axes qui avaient été identifiés en 2023. C'est donc un lien de toute façon que je vais vous renvoyer dans le cadre d'un mail un peu pour vous remercier pour votre participation aujourd'hui. Oui, donc sur les 3 questions, donc du coup, la première portait sur les difficultés majeures que vous rencontrez aujourd'hui, encore dans le cadre de vos missions en lien avec la gestion des flux, pour que nous, on puisse, au niveau national, un peu avoir une notion des difficultés principales que vous rencontrez. Après, on avait bien identifié en 2023 2 problématiques principales qui étaient quand même en termes de moyens financiers et de moyens humains. Donc, j'imagine que ces problématiques, elles n'ont pas forcément évolué, mais en tout cas, n'hésitez pas à nous repartager aujourd'hui les difficultés que vous rencontrez. La deuxième question est justement donc, dans l'idée de dépasser un peu cette première approche de 2023, à votre avis, comment dépasser l'échelle d'un site touristique pour adopter une stratégie de gestion des flux à l'échelle d'un territoire ou d'une destination? Donc là, ça rejoint un peu la présentation qui nous a été faite par Pierre et Florian, lauréats de l'AMI sur la gestion des flux touristiques et également voilà, on vous questionne sur les outils qui pourraient vous y aider. Et enfin, la dernière question, c'est une question un peu plus globale et générale, pour savoir si vous avez des retours ou des propositions de nouvelles mesures pour améliorer la gestion des flux touristiques. Voilà, si certains aspects pour vous n'ont pas été évoqués ou des questions ne sont pas posées, voilà, des questions que vous auriez aimé entendre aujourd'hui, n'hésitez pas à réagir sous cet onglet. Donc, comme tout à l'heure, voilà, n'hésitez pas à écrire dans l'encart, ajouter un commentaire pour venir nous faire part de vos retours. Comme pour l'autre lien Padlet, ces réponses seront analysées dans les prochains jours. Et si des mesures sont portables au niveau de l'État et nous semblent particulièrement intéressantes, nous les proposerons au ministre du Tourisme pour le portage de nouvelles mesures dans le cadre de la stratégie de gestion des flux touristiques. Voilà, on a dépassé d'une bonne vingtaine de minutes le temps réglementaire. Donc, je vous laisse, pour ceux qui le souhaitent, compléter le Padlet. Vous pouvez également continuer de le compléter voilà, dans les minutes qui suivent la fin de ce webinaire ou dans le courant de la semaine. Sachant que nous, à notre niveau, on publiera un document de bilan qui viendra résumer le déploiement de chaque mesure. Donc, toutes les mesures que je viens de vous présenter et avec les différents interlocuteurs. Et ce document de bilan comprendra les nouvelles pistes d'action voilà, que on vous a proposées et que, le cas échéant, on retiendra dans le cadre des post-it que vous auriez pu poser aujourd'hui. Et ou également en fonction des arbitrages qui seront faits par le ministre du Tourisme. Voilà sur ce webinaire de bilan. J'espère, je vais essayer d'arrêter mon partage d'écran. J'espère que voilà, ça a répondu à vos questions. En tout cas, que ça a permis voilà, de vous faire un panorama complet de tout ce qui a été déployé ces dernières années, que ce soit par différents partenaires qui ont pu prendre la parole aujourd'hui ou au niveau de la direction générale des entreprises. Vous avez mon contact sur la slide de conclusion, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et nous, en tout cas, on vous renverra un mail avec la présentation qui vous a été diffusée aujourd'hui, avec les liens qui vous ont été également partagés dans le chat et avec le lien Padlet pour que vous puissiez continuer de le compléter si des nouvelles idées voilà, venaient à arriver dans le courant de la semaine qui arrive. Merci beaucoup pour votre participation. Merci.